Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où, comme promis, nous allons vous proposer une preview des finales de conférence Est et Ouest. Sans attendre, c'est Charles que je salue. Bonjour Charlie. Salut Josh, salut à tous. Charlie, ça y est, on a les finales de conférence. Ça y est, ouais. Je sais pas si tu veux qu'on fasse la fiche d'essai des Nuggets de Denver avant qu'on commence ou qu'on commence tout de suite. C'est comme tu veux, tu me dis. Bah, on peut quand même au moins leur rendre un petit hommage, Oui. tu vois, un coup de chapeau, parce que quand même ils se sont bien battus dans cette série malgré un effectif très limité, un porteur junior blessé. Ils ont quand même proposé une sacrée opposition au Thunder et moi je pense même que cette série pour OKC c'est une série qui va avoir une importance primordiale. Je pense que Ouais. ça leur a donné des enseignements, enfin ça leur a appris des choses à propos d'eux-mêmes qui sont très importantes. Donc ouais, un grand coup de chapeau à Denver et par pitié donner une meilleure équipe à Jokic. Voilà. Ouais, la blessure d'Aaron Gordon, et Dieu sait qu'il a serré les dents pour participer à ce match ultime, et il s'est bien battu C'est clair, ouais. dans cette rencontre. C'était peut-être le deuxième ou troisième meilleur joueur sur le terrain côté Nuggets avec Christian Braun et Jokic. Christian Braun a été incroyable. A été incroyable. Donc je sais pas, je regardais encore les contrats, la situation financière des Nuggets, ça va être excessivement compliqué de faire quelque chose. Après, c'est les propriétaires qui peuvent également décider de passer le deuxième palier, le deuxième palier de la limite salariale, ce qu'ils ne voulaient absolument pas faire auparavant, ce qui a poussé d'ailleurs Calvin Booth à prendre des décisions absolument atroces en distribuant les seconds tours de draft pour se débarrasser de Reggie Jackson, pour récupérer Dario Saric avec je crois que c'était le mid-level exception, ce qui s'est révélé être complètement catastrophique, puisqu'il n'a pas joué du tout. Il a joué 210 minutes, je crois, pendant toute la saison. Absolument rien pendant les playoffs. Voilà, j'en veux à Malone et à Calvin Booth d'avoir laissé cette guerre intestine prendre autant d'ampleur. Au final, c'est effectivement, tu as raison. Le parcours là reste magnifique. Personne ne les attendait à ce niveau-là. Moi le premier. Au final, j'espère que ça va servir de réveil pour les propriétaires, qu'ils vont être capables de mettre en place un front office avec un général manager. Donc on verra qui ça va être. On va voir s'ils gardent le Tenzer, le mec qui a pris la suite de Calvin Booth, qui est dans la franchise depuis très très longtemps. Et puis voilà, Adelman, je pense qu'il a gagné j'ai l'impression qu'il va être prolongé, vu le discours des joueurs à la fin. J'ai l'impression qu'il y a une bonne entente entre lui et les joueurs. Le système de zone qu'il a mis en place a quand même bien fait galérer le Thunder. C'est aussi pour ça qu'ils ont poussé en 7 matchs. Voilà, grosse décision à prendre en termes d'effectifs. J'ai bien aimé le petit coup de pression de Nikola Jokic qui dit on voit bien que c'est les équipes les plus fournies en termes de rotation qui vont loin. Je pense que c'est pas... J'espère, tout du moins, je veux croire que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Bah, en tout cas, c'est sûr que c'est d'autant plus frustrant, quoi, quand tu vois que Nikola Jokic, même avec un supporting cast, honnêtement, pas au niveau, est capable de pousser dans ses retranchements à ce point-là le Thunder. Enfin, franchement, moi, j'ai déjà peur, si tu veux, qu'à la fin de la carrière de Jokic, tu vois, on se retourne et qu'on se dise, mais combien de titres ce mec-là aurait pu gagner dans une franchise mieux gérée, quoi. Ah bah je pense que c'est exactement ce qui... À la fois une franchise mieux gérée et avec des coéquipiers qui ne sont pas blessés, en fait. Ouais, mais ça, Il y a eu aussi en fait, beaucoup l'un débouche de l'autre, quoi, tu vois. Oui, tout à fait. C'est un tout. Après, il y a aussi un facteur pas de chance, tu vois. Je veux dire, Jamal Murray qui se Ouais, fait... Porter Junior, on sait depuis avant sa draft, Oui, c'est un complètement. peu fragile, tu vois. Donc, Le pire là-dedans, c'est surtout que les propriétaires ont insisté pour que ce gars-là soit prolongé, qu'il ait le contrat, le fat contrat qu'on lui connaît, et
et ils étaient, pour eux, il était hors de question qu'ils soient transférés là cette année, quoi, à l'intersaison, quand la question a été posée par le front office, qui était alors mené par Calvin Booth. Donc c'est quand même assez frustrant Oui. et inquiétant, puisque le scouting et le regard critique sur leur propre effectif n'est pas le bon pour l'instant. Donc c'est extrêmement dommage. Ouais. On verra ça. On va parler donc des finales de conférence. On va parler par la première confrontation qui va débuter demain, mardi soir, entre le Thunder et les Wolves. C'est la nouvelle génération qui est à l'honneur à l'ouest et à l'est aussi, hein, avec cet affrontement entre les Wolves d'Anthony Edwards et le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander, deux joueurs qui sont présentés à juste titre comme le futur de la ligue. Edwards et ses coéquipiers du Minnesota se sont débarrassés des Lakers au premier tour, puis des Warriors privés de Stephen Curry sur la quasi-totalité d'une série remportée en 5 matchs. Les Wolves sont reposés et certainement surmotivés à l'idée de passer le stade des finales de conférence qu'ils avaient déjà atteint l'an dernier. Ils s'étaient fait éliminer, je le rappelle, par les Mavericks de Luka Doncic. Le Thunder, lui, vient de passer un test plutôt inattendu contre les Nuggets de Denver, avec 68 victoires, un différentiel historique, une défense historique. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui a eu une pièce sur une série en 7 matchs face à Denver. Une équipe qui était ralentie en plus par les blessures et les dysfonctionnements internes qu'on vient d'évoquer juste à l'instant. C'est, comme tu l'as dit, potentiellement un mal pour un bien pour cet effectif en mal d'expérience, qui, on l'a vu, s'est totalement reposé sur le métier d'Alex Caruso en sortie de banc pour se sortir du piège Nuggets. Il y a eu également la vista de Shai Gilgeous-Alexander, hein, son côté très régulier dans sa production et dans ses performances individuelles. Je pense qu'il va récupérer à un moment ou à un autre son trophée de MVP au cours de cette série. Ouais, je me demande si ça va pas être dès le premier match, parce que franchement, je sais pas ce qu'ils nous font la NBA, mais c'est extrêmement bizarre, je trouve. Mais t'imagines si Denver était passé? Mais je ne comprends pas cette décision. Moi, je pensais qu'on allait avoir ça au début de la demi-finale de conf. Ah ouais, ouais. Et les gars, ils ont attendu, je sais pas, tout ce temps, je sais pas pourquoi. Non, mais Je suis vraiment curieux de savoir. La NBA a tout truqué, ils savent déjà qu'OKC va être champion, ils prennent leur temps. Arrête, me lance pas là-dessus, ils avaient déjà mis les affiches avant même le 7e match. Je sais que vous aimez bien les théories du complot. Moi, j'aime bien les théories du complot, ça m'amuse. Charles, à quel point cette opposition te plaît sur le papier? Bah, elle me plaît beaucoup. C'est une équipe qu'on s'attendait à voir à ce stade de la compétition et l'autre très clairement moins. Et pourtant, Minnesota était déjà en finale de conférence l'année dernière. Ils étaient tombés sur un duo Doncic-Kyrie bien énervé. Écoute, moi ça me plaît beaucoup. Je vais juste revenir 2 petites secondes sur le Game 7 pour parler d'OKC cette fois-ci. Je trouve que d'abord je trouve que tu l'as évoqué, Caruso a été incroyable. Vraiment, Caruso a été absolument monstrueux et Jalen Williams s'est montré à la hauteur du rendez-vous, ce qui était important. Il répond ainsi aux doutes qui avaient pu naître sur les matchs précédents. Mais ouais, vraiment Caruso hors norme. Et en fait, moi, je t'avoue que avant ce match 7, j'étais assez confiant pour OKC, et là, je le suis encore plus. En fait, quand j'ai vu le premier quart, je me suis dit, ah ça y est, ils payent leur jeunesse, le manque d'expérience. On avait vraiment l'impression qu'ils étaient pris par l'enjeu, et ils ont réussi à sortir la tête de l'eau en s'appuyant sur leur force, à commencer évidemment par cette défense incroyable. Denio aussi a fait les bons choix, les bonnes adaptations, et en fait, moi, je pense que ce match 7 là, c'est un acte fondateur pour cette équipe. Moi, je vais pas faire le surpris. Dans mon bracket initial des playoffs, je les avais déjà mis en finale NBA. Mais franchement, là, je pense vraiment que ce qui s'est passé la nuit dernière contre Denver, avec cette entame difficile, mais le fait qu'ils aient malgré tout réussi à remonter et qu'au final, il n'y ait absolument eu aucun suspense. Hein. Ils ont tué le match en moins de 2 quarts-temps. Enfin, voilà, en fait, la jeunesse et l'inexpérience d'OKC, c'était la seule chose qui me faisait un peu douter de cette équipe. Et avec ce qu'ils ont montré hier, je pense que ça va être très difficile pour Minnesota. Alors, ça va nous donner quand même une série superbe, parce que les Wolves ont quand même eu une bonne période de repos. Donc, ils vont pas être épuisés, ils vont arriver en pleine forme. Et c'est une équipe qui est très athlétique. Donc, je pense qu'on va avoir une super série. Mais là, sur ce qu'OKC nous montre depuis un moment, je vais avoir du mal à mettre l'outsider en avant.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Moi, je suis pas à ce point je partage pas ton sentiment concernant OKC. Je sais pas, là, je serais pas en mesure d'affirmer que c'est un match volontaire. Et ça peut l'être tout à fait, hein. On en reparlera de toute façon, toi et moi, à mesure que la série avance. Et pas plus tard que vendredi, on aura les premiers matchs qui auront été joués. Toi et moi, on aura, je crois, au moins 2 matchs qui ont été joués dans un ou deux matchs qui auront été joués. Donc, on pourra parler un petit peu de nos premières impressions. Je pense que Minnesota, pour moi, a un coup à jouer dans le sens où, justement, Jalen Williams, je ne sais pas s'il est prêt maintenant. C'est ma grande question le concernant. Je te l'avais déjà dit, Memphis, il a pas été glorieux. Il n'a pas confirmé face à Denver. On va dire qu'OKC, quand ça déroule, quand ils déroulent leur jeu, que la défense est au rendez-vous, qu'ils provoquent des pertes de ballon et qu'ils partent en transition, qu'ils partent en contre-attaque, et que ça défonce 10 points, 20 points, 30 points, 40 points, ce que tu veux, il n'y a aucun problème. C'est beaucoup moins glorieux quand les matchs sont serrés. Pour moi, ça va être ça le deal du côté des Wolves, essayer de faire ce qu'a réussi à faire Denver sur au moins 3 rencontres. Et ils peuvent même avoir des regrets sur le match 5, voire le match 4. Mais ça, c'est autre chose. Ils n'ont pas su concrétiser ces efforts-là. Mais si Minnesota arrive à rester au contact et à pousser justement les jeunes joueurs du Thunder à faire la différence. Moi, j'ai quand même vu beaucoup de fois Caruso taper des mains en train de dire hey, les gars, faut se réveiller, faut y aller, quoi. Faut jouer notre basket. Et il n'avait pas toujours les bonnes réponses, le bon écho en face de lui, j'ai trouvé. Et Minnesota, j'ai l'impression que ce sont deux équipes qui sont toutes deux tournées vers le scoring intérieur et vers la défense. La défense des Wolves, si elle est au rendez-vous, elle peut permettre à cette série d'aller très loin. Je pense que ça peut aller sur du game set, quoi. Très sincèrement. Mais pour ça, il faut que Anthony Edwards tienne tête à Shai Gilgeous-Alexander, qu'ils arrivent à trouver un moyen de contrecarrer Shai Gilgeous sans tomber dans le jeu des fautes. Ça va être excessivement important, ne pas faire de faute sur Shai Gilgeous-Alexander, quitte à le laisser avoir sa trentaine de points. Je pense que c'est pas trop la stratégie au final face au Thunder. Shai Gilgeous, il est beaucoup trop fort pour être arrêté. Je pense que on devrait tous accepter cette réalité aujourd'hui. Shai Gilgeous-Alexander est individuellement trop puissant pour que quelqu'un arrive et se mette en travers de son chemin. Par contre, le ralentir, le pousser à se fatiguer en prenant des tirs difficiles et en devant travailler sur chacun de ses appuis, sur chacun de ses moves pour sortir un tir, ok, ça, je suis d'accord. Et les Wolves ont le personnel pour faire ça. Tout à fait. Ouais. Après, voilà, les Wolves ont une excellente défense intérieure, tout comme le Thunder. Ce sont deux équipes qui scorent énormément à l'intérieur. Donc, cette bataille de qui va arrêter l'autre en termes de scoring dans la raquette, ça va être excessivement intéressant à suivre. Pareil, là, il va falloir que Gobert évite les problèmes de faute sur les pénétrations et ainsi de suite. Chet Holmgren, moi, il m'a pas énormément convaincu non plus. Et Dieu sait qu'il va être un peu dans l'émotion, Chet Holmgren, parce qu'il retourne au pays, c'est un peu ça, lui, son histoire avec Minnesota. Ouais. Donc, il y a cette part un peu émotionnelle, on va voir comment il la gère. Donc, je pense qu'elle va être très intéressante, cette série. Et moi, si je suis les Wolves, et j'arrêterai là-dessus, je te passe la parole juste après, si je suis les Wolves, très clairement, j'espère que Julius Randle continue sur sa lancée. Ça, il faut que ça soit... Aujourd'hui, il faut que ça soit installé dans le jeu des Wolves. Et il faut surtout que les Jaden McDaniels, les Anthony Edwards et ainsi de suite se concentrent pour arrêter ce qu'il y a autour de Shai Gilgeous-Alexander et freiner principalement et Jalen Williams et tous les gars qui sortent de ce banc et qui ont donné des coups de boost pas possibles au Thunder face aux Nuggets. Je parle de l'excellent Cason Wallace, Alex Caruso, bien évidemment, bien que lui, c'est plus en défense que ça se situe. Aaron Wiggins. Voilà, moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire côté Wolves.
Caruso, il fait quand même pas que défendre. Hein. Ah non, non, je dis pas qu'il fait que défendre, mais je dis que c'est surtout, c'est un défenseur élite Oui, oui, et son impact défensif est absolument colossal, plus que son impact offensif, c'est ça que je veux dire. ouais, ouais. Non, mais écoute, alors d'abord, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi j'ai vu qu'il y avait beaucoup, notamment dans les médias américains, il y a beaucoup de le match-up qui fascine le plus dans les analyses que j'ai pu voir, c'est le duel entre Shai Gilgeous et Anthony Edwards. Moi, c'est clairement la bataille de la raquette que j'ai extrêmement hâte de Ah, voir. tout à fait. Et c'est hyper rafraîchissant dans une NBA qu'on décrit comme toujours plus articulée autour du tir extérieur. Julius Randle, tu l'as dit, c'est en fait, alors je vais pas du tout réenfiler mon costume de hater ou de douteur de Julius Randle. Hein. Il m'a bien montré là depuis le début de ses playoffs qu'il avait passé un cap. Mais enfin, contrairement au tour précédent, les Wolves vont pas pouvoir s'appuyer sur une domination physique aussi importante. Tout à fait. Côté OKC, il y a quand même du répondant là-dedans. Est-ce que malgré ça, Randle va pouvoir maintenir ce niveau d'impact? Parce que c'est justement dans ce cas de figure qu'il avait du mal, notamment avec les Knicks en playoff. C'était face à des équipes physiques et bien organisées défensivement. Là, c'est tout à fait là-dessus qu'il va tomber. Ce qui est clair, c'est que si la série doit durer et si Minnesota doit avoir une chance, ça passera par un excellent Julius Randle. Et quand je dis un excellent Julius Randle, je veux dire, il faut qu'il continue à faire les bons choix. C'est surtout ça que Exactement. j'attends de lui, notamment à la distribution où il a été hyper important depuis le début de ses playoffs. T'as évoqué Chet Holmgren, je suis tout à fait d'accord avec toi. Holmgren va avoir une importance extrêmement primordial. C'est un excellent défenseur du cercle, mais en plus c'est un intérieur qui peut shooter à 3 points. Et s'il commence à rentrer ses tirs, ce qui n'a pas du tout été le cas Ouais. tout au long de ses playoffs, ça va vite devenir une très grosse prise de tête pour les Wolves. Rudy Gobert aussi, évidemment, va avoir un rôle important parce que OKC, c'est une équipe mine de rien qui lui correspond. Je veux dire, ça va se bagarrer dans la raquette. Complètement. Et la protection du cercle va être l'enjeu le plus important. En fait, Minnesota a le matériel pour défendre sur Shai et sur Jalen Williams, tu l'as dit. En premier rideau, il y a du monde. Si derrière, ils arrivent à verrouiller l'accès à la raquette, là, effectivement, on va pouvoir parler de tout ça. Et surtout, c'est Marc Daigneault qui va devoir trouver des solutions. Donc, ouais, moi, je pense que même le duel entre Daigneault et Finch, il va être extrêmement intéressant à suivre parce que je trouve que ce que fait Chris Finch avec cette équipe des Wolves, c'est assez sous-estimé. Je trouve qu'il gère très très bien ses rotations depuis le début des playoffs. Il tourne avec 8 joueurs, avec DiVincenzo, Reed et Alexander Walker, qui ont tous une vraie importance en sortie de banc. Mais en face, tu l'as dit, la rotation du Thunder, elle est beaucoup plus large, ce qui fait aussi que ils vont pouvoir faire plus de... Enfin, en fait, ils vont être moins gênés par les problèmes de faute, par exemple. Donc ouais, il y a plein d'éléments qui sont hyper intéressants dans cette série, mais c'est vrai que moi en fait pour moi si OKC arrive à jouer son jeu, il y aura pas de problème parce que tu l'as dit, les Wolves ils ont une bonne défense et ils peuvent gêner OKC. OK. Mais enfin, qu'est-ce qu'on dit de la défense du Thunder dans ce cas-là? Ah ben absolument. De toute façon, Charlie, qu'on soit bien clair, le Thunder depuis le début de ses playoffs sont les favoris pour, étaient un des immenses favoris pour aller au bout. Aujourd'hui, les gros calibres, je parle de Cleveland, je parle de Boston, sont tous tombés. Exactement, c'est ça. Les trois C'est la dernière équipe avec une saison dominante qui reste en course. c'est ça. Les trois épouvantails, c'est les derniers. Ouais. Et quand je dis ça, je pars du principe que le Thunder part favori dans cette confrontation avec les Wolves et dans toutes les confrontations à venir par ailleurs. Depuis le début de ces playoffs, hein, ils sont favoris dans chacune de leurs séries. C'est le résultat d'une saison régulière dominante. Et, euh, et effectivement, une défense dominante, ils ont écrasé la concurrence cette saison. Les équipes qui ont le profil statistique du Thunder, habituellement gagnent le titre ou sont quasiment assurés d'aller en finale NBA. Oui, non, mais c'est ça. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que du coup, en fait, pour les Wolves, il faut pas juste extrêmement bien défendre. Il va Ah falloir non, extrêmement bien défendre et être incroyablement efficace en attaque. c'est ça. Et c'est là où le bas blesse côté Wolves, c'est qu'on les a vus face aux Lakers, on les a vus face aux Warriors, et à chaque fois, ils avaient un avantage en termes de personnel qui leur permettait d'encaisser ces chocs-là, et notamment leur passage à vide offensif, qui là, contre OKC, seront punis dans la seconde où ils les commettent. Les Wolves, s'ils commencent à perdre des ballons dans tous les sens, et le Thunder, ils sont taillés pour te faire
perdre la boule Ouais. et te faire perdre le ballon, euh, c'est mort. C'est-à-dire que là, les Wolves vont devoir faire preuve d'une exigence, une attention aux détails, ne pas se précipiter, garder son sang-froid, garder la tête froide, prendre les bonnes décisions, surtout ne pas surréagir quand le match ne tourne pas à ton avantage. Et c'est là où les Nuggets d'ailleurs étaient extrêmement forts, c'est qu'ils arrivaient à rester au contact et à ne jamais se laisser prendre de panique en se disant merde, on a 12 points d'avance, qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi. Parce que tu sais très bien que le Thunder, c'est ce que je disais tout à l'heure, une fois qu'il commence à avoir 10 points d'avance, si la machine se met en route, c'est le rouleau compresseur, OKC. Très clairement. Ouais. Maintenant, les Wolves ont le personnel pour faire quelque chose dans cette série. Et la bataille du banc, notamment, ça va être excessivement important. Nasri, Dante DiVincenzo et Alexander Walker, côté Minnesota, ont un rôle absolument capital à jouer dans cette confrontation. Mais ça va demander aux Wolves de jouer quasiment à la perfection sur au moins 4 matchs. Bah Et ouais. ça, c'est excessivement compliqué à réussir. Est-ce que les Wolves sont en mesure de le faire? Est-ce qu'ils ont la maturité pour le faire? Je ne sais pas. Ouais, c'est ça, parce que Le point faible du Thunder, le petit point faible du Thunder, on va dire, c'est qu'ils ont encore cette part d'inexpérience. S'ils ne l'avaient pas très sérieusement, cette équipe, je pense que je pense qu'ils perdraient quasiment aucun match. Et voilà. Sauf que c'est pas encore le cas. C'est encore une équipe qui est encore avec des jeunes, qui ont encore besoin d'apprendre certaines choses, qui ne savent pas encore comment se dépatouiller dans certaines situations, qui sont encore capables de perdre pied mentalement. Et tout va dépendre de la capacité des Wolves à exploiter cela à leur avantage ou pas. ouais, je suis d'accord. Après, faut pas non plus oublier que, tu vois, parmi les joueurs clés aujourd'hui des Wolves, t'en as aussi quelques-uns qui ont assez peu d'expérience, qui sont assez jeunes en fait. Anthony Edwards, Oui, je suis d'accord. Daniel, Ouais. c'est du 23-24 ans, Nasrid, c'est 25 ans, Julius Randle, il a jamais foutu les pieds de sa vie en finale de conférence. Enfin, tu vois, il n'y a pas non plus... Enfin, pour le coup, le déficit d'expérience était bien plus important pour Face les à Denver, Raptors. Pas face bien à sûr. Denver, ouais, c'est ça. Ah ouais, non, mais je suis absolument d'accord avec toi. Après, c'est pas non plus une équipe qui sort de nulle part, les Wolves. Ils ont voilà, l'an dernier, ils étaient en finale de Bien conférence. Et sûr. je pense que ce sentiment de retourner là où ils étaient l'an dernier face à Dallas, avec le goût, l'amertume que ça leur a laissé au fond de la bouche, en se disant merde, on a foiré notre coup l'an dernier, cette année. Je pense qu'ils arrivent en finale de conférence cette année en ayant l'impression d'appartenir à ce dernier carré, à ce Final Four. Oui, et je pense aussi que quelque part, surtout quand tu connais un peu la manière de réfléchir d'Anthony Edwards, ils doivent pas très bien prendre le fait d'avoir été à ce point-là considérés comme des outsiders. En fait, moi, c'est pour ça au début de mon propos, je te disais, c'est marrant parce que sur les deux équipes, il y en a une qu'on s'attendait voir à ce stade de la compétition, c'est OKC, et l'autre pas du tout, alors que c'est les Wolves qui étaient déjà en finale de conférence l'année dernière. Et Exactement. c'est clair que ça, c'est un narratif qui doit les irriter, mais Et, ouais, et les Wolves sont l'équipe qui reste dans ces playoffs euh, qui a gagné le plus de matchs à l'extérieur depuis l'an dernier. Donc c'est une équipe qui a déjà démontré à plusieurs reprises qu'ils sont capables de gagner des matchs sur le parquet adverse. Là, ils vont être obligés de le faire au moins une fois. C'est sûr et certain. Donc voilà, mais très clairement, après, si on fait un parallèle entre les deux équipes, on a d'un côté Minnesota qui doit jouer, comme tous les adversaires de Kessie, un jeu quasiment parfait pour espérer l'emporter. ouais. De l'autre côté, le Thunder a une marge de manœuvre beaucoup plus grande où ils peuvent se permettre d'avoir quelques trous sans que ça les fasse chuter, quoi. Et ça, c'est un vrai luxe du côté du Thunder. Ouais, mais tout à fait. Mais de toute façon, ouais, non, mais cette série va être trop bien, de toute façon. J'espère. Rien que le fait qu'on ait les deux meilleures défenses de ces playoffs, là, et qui se retrouvent comme ça en finale de l'Ouest, c'est génial. Après, si Edwards et Randle s'effritent totalement
dans les confrontations que Edwards est muselé par une rotation. Enfin, t'imagines ce qu'ils peuvent lui balancer au Casey dans les dents? Ils peuvent lui C'est balancer infernal. Ludort, Jalen Williams, Caruso, Wiggins, Wallace. Enfin, je veux dire, les mecs, ils ont l'embarras du choix sur. Ils peuvent envoyer une vague continue de gars frais et dispo sans vraiment perdre en qualité défensive. Cette équipe du Thunder a une défense absolument monstrueuse. Et elle est extrêmement frustrante, croyez-moi, dans le sens où moi j'étais fan des Nuggets et que j'étais le premier à râler parce que cette équipe, c'est du harcèlement, quoi. Il a beaucoup râlé. T'as envie de flasher un QR code et de faire un signalement, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. À la police. Mais ils défendent comme des brutasses. Et dans mon expérience, on a déjà vu des équipes comme ça. Et comme on l'a déjà dit, toi et moi, on va pas râler maintenant que les playoffs sont défensifs. On va pas râler pour dire ah mon Dieu, il l'a touché. Voilà, comme je te disais l'autre fois, moi c'est plus un problème d'équilibre, donner le même coup de sifflet des deux côtés. Où des fois j'avais pas l'impression que c'était le cas. Mais ceci étant dit, voilà, je pense que les Wolves ont beaucoup de choses à démontrer là. Là, Edwards, il arrête pas de l'ouvrir, il arrête pas de faire le fier, il arrête pas de faire le kekos. Vas-y, mon garçon, montre-nous maintenant là. Là, tu as l'occasion rêvée d'écrire ta légende. Ah bah là, Vraiment. clairement oui, même pas qu'un peu, hein, je peux te dire. Ah non, pas qu'un peu, ouais. S'il nous sort une série à 30 points face à la défense de Casey, il peut l'écrire sur son CV, celle-là. Ah oui. Non seulement ça, mais si en plus il te sort le MVP et une équipe qui est à 68 wins alors que toi, tu es sixième de ta conférence et que tu es passé au ras des... T'es passé ras la tête. Non, ils étaient combien, Minnesota? Ils sont passés par le play-in ou pas, Minnesota? Je sais même plus. Putain, ouais, ils sont passés par le play-in, ouais, bien sûr. Ah, t'imagines la blague. Ça faisait Attends, le gars... non, bien sûr. Non, pas du tout. C'est Warriors et Grizzlies qui sont passés par le Non, c'était 3-6, ouais. C'était 3-6. Donc voilà, ils sont passés ras les miches à faire le play-in. Et finalement, ils l'ont évité au dernier moment, quoi. Voilà, c'est ça. Il y avait une victoire d'écart avec les Warriors. Ouais, c'est les Warriors qui sont passés par le pays. Tout à fait. Donc, t'imagines bien que voilà, t'es sixième de ta conf. Une qualification des Wolves en finale en étant sixième de la conférence Ouest, même si t'avais un ventre mou entre le deuxième et le... Ouais, Enfin, c'est ça. où t'avais des équipes, tout se jouait dans un mouchoir de poche. Mais quand même, l'histoire retiendra qu'il n'y a pas beaucoup de numéro 6 qui ont fait ça. C'est je vrai, crois que les Rockets 95 sont les seuls à l'avoir fait, je crois. Donc, alors ça, je vais faire confiance à ta mémoire, mais non, mais c'est clair que ce serait un parcours incroyable. Sixième, je crois. Mais je crois que sixième titré, c'était les Rockets. Pas finale. Finale, il y a eu des huitièmes, il y a eu des gens, des équipes, des différents types d'équipes. Mais ça reste un espoir rarissime. Ah, c'est sûr. Ton pronostic pour cette série, Charlie? Écoute, moi je vais mettre OKC en 6 et vraiment ouais, moi je te dis pour moi l'aspect mental il est trop important et je pense que ce qui s'est passé contre Denver c'est un peu une ouais c'est acte fondateur, c'est peut-être trop important, mais en tout cas si tu veux je crois que cette fois-ci ils laisseront pas passer l'occasion de finir à l'extérieur s'ils ont l'occasion de finir à l'extérieur, contrairement à ce qu'ils ont fait à Denver par exemple. Ouais. Moi, j'ai fait un rêve, c'était OKC Pacers en finale. Je sais pas pourquoi. Dans mon rêve, c'était. Non, mais un rêve. Pas un rêve. C'est mon rêve, tu vois, mon rêve bleu, tu vois. C'était pas Aladdin, tu vois. C'était juste comme ça. Mon cerveau m'a imposé ce scénario. Avant même le game 7 face à Denver. Autant dire que j'étais pas content. Ah ouais, tu t'es fait spoil, c'est terrible. Non, c'était juste, je me suis juste réveillé en me disant, mais quel rêve à la con. Eh ben, tu sauras maintenant. Quel rêve de merde. Vraiment un rêve de merde. Donc bref, moi je dis le Thunder en 7 parce que j'ai trop vu Minnesota cafouiller son basket à des moments relous où ils n'ont pas été punis parce qu'en face il n'y avait pas de quoi les punir. Et là, je vois pas comment ils vont s'en sortir. Il y a encore trop de déchets et du déchet face à OKC, c'est la mort assurée. Ouais, bah ouais, t'as une très haute opinion des Wolves si tu penses que même en ayant du déchet, ils vont pousser OKC en 7. J'ai une très haute opinion des Wolves, ouais. Ah ouais, non, mais c'est cool. Complètement. J'aime beaucoup ce groupe.
franchement, si l'apport, moi je pars du principe que si l'apport de Julius Randle est équivalent à ce qu'on a vu depuis le début de ces playoffs, Oui, je suis on d'accord. a Naz Reid et Dante DiVincenzo qui pour moi sont deux mecs hyper solides en sortie de banc. Alexander Walker, je suis sûr qu'il est capable de répondre présent dans cette confrontation également. Je pars du principe que Jalen Williams n'est pas. Je trouve ça assez injuste ce qui s'est mangé dans la tronche après le Game 6 face à Denver. Ah bah, il est Franchement, il y a pourri, certains fans du Thunder et les gars, regardez-vous dans la glace, quoi. ouais, mais ça, c'est les fans de, enfin, tous Non les mais fans de toutes les il y franchises en qui a font qui sont ça. allés lui cracher au visage. Oui, mais bon. C'était quand même d'une violence inouïe. Je sais pas, supportez vos joueurs. Et Il y a un enfin, moment, c'est bon. dans toutes les franchises que c'est comme ça, quoi. Non, mais moi-même, je le fais, Malheureusement. j'avoue. Moi, moi-même, des fois. Ça va, ça va. Non, mais effectivement, hein, son match Mais c'était vraiment pas bon du tout. Et c'est quand même. On attendait mieux de lui, mais bah, il a montré au match 7 qu'il était capable de répondre de manière ouais. vraiment impressionnante. C'était 2-2 en saison régulière. Je trouvais que ça matchait bien entre les Wolves et les Thunder. Je veux croire que Finch va être capable d'exploiter les moments, les passages à vide de Jalen Williams, de Chet Holmgren. Après, voilà, je pense qu'effectivement, le recrutement de Hartenstein et de Caruso, c'est tellement le recrutement décisif pour cette équipe du Thunder. Ouais, c'est clair. C'est tellement affolant ce recrutement que. C'est magnifique, hein, vraiment la gestion Too qui est much. faite par le front office, c'est incroyable. Incroyable. Bon, écoute, voilà, hein, Too après, moi, much. je serais très content de me planter, hein, je serais très content que les Wolves passent, je serais ravi, mais ravi de voir Rudy Gobert en finale NBA. Donc, Oui, voilà. moi aussi, ouais. Ah, mais moi, mon cœur balance un peu pour Minnesota parce que Rudy Gobert est là. Hein. Ouais, J'avoue. c'est ça, parce que Ah. ici a sorti ton équipe, ouais. Oh là là, mais tout de suite, tu sors le sel, le poivre et le citron, quoi. Et tu balances ça sur ma plaie ouverte. Ouais, mais n'empêche que tu me donnes pas tort, tu sais que j'ai raison. Tu me connais trop bien, Charlie. La prochaine fois, je vais inviter quelqu'un de bienveillant, d'accord? Quelqu'un qui me connaît pas, qui me met pas face à mes contradictions. On va parler des Pacers et des Knicks après une confrontation remportée 4-3 par Indiana la saison passée face à une équipe de New York qui s'était hissée en demi-finale de leur conférence en boitant. Les Pacers et les Knicks se retrouvent en finale de conférence plus de 25 ans après leur dernier duel à ce stade de la compétition. Il y avait eu les finales de conf en 94 que j'avais regardé. Oui, je suis vieux comme ça. En 1999 également, ça s'était soldé à chaque fois par une victoire des Knicks. Détail étonnant, leurs 7 dernières confrontations se sont réglées avec un écart en moyenne de 20,7 points. Et New York s'est imposé à 2 reprises sur leurs 3 confrontations cette saison. On se retrouve un peu dans une opposition de style avec ces deux équipes. D'un côté, les Pacers qui pratiquent un jeu tourné vers l'attaque avec une rotation à 11 joueurs. De l'autre, les Knicks qui suivent les enseignements défensifs de Tom Thibodeau avec une rotation limitée à 7 joueurs dans les bons soirs. Indiana doit imposer sa volonté offensive. Les Knicks parviendront-ils à les tenir défensivement et à prendre l'avantage? Charlie, comment tu vois cette confrontation entre ces deux équipes? Bah, déjà, avec beaucoup de plaisir, c'est une série, j'ai extrêmement hâte de la voir, ces deux équipes que j'aime beaucoup. Moi, dans mon bracket, il n'y en avait aucune des deux en finale de conférence, donc je suis vraiment très très content que ce soit cette affiche-là, et je suis très content de m'être planté. Et en plus, au-delà de l'aspect tactique, etc., bah, tu l'as dit, il y a une vraie rivalité entre ces deux équipes. Euh, L'année dernière, ils s'étaient rencontrés également en playoff, ça nous avait donné une demi-finale de conférence en 7 matchs. J'adorerais que ce soit la même chose cette année en finale de conférence, en espérant évidemment que les deux équipes soient préservées des blessures. Moi, je trouve que c'est une opposition de style absolument géniale. La gestion du rythme va être absolument capitale entre une équipe qui a beaucoup de repères sur demi-terrain, que sont les Knicks, et ces Pacers qui adorent courir en transition. Je pense évidemment que l'équipe qui parviendra à imposer son rythme aura un gros ascendant, mais bon, ça c'est quand même assez évident.
voilà, vraiment, je suis trop content d'avoir cette affiche. Vraiment, je suis ravi. Et j'ai rien contre les Cavs, j'ai rien contre Boston. C'est pas la question, mais juste, c'est une affiche que je n'attendais pas. Donc il y a le côté surprise et vraiment, ouais, je trouve que c'est deux équipes qui sont très très chouettes à voir jouer. Oui, complètement, ouais. Il y a 2 points excessivement importants que j'ai soulignés en me penchant sur ce duel. C'est, côté Pacers, la nécessité de continuer avec ce 5 majeur ultra dominant depuis le début de ces playoffs. Très clairement, si tu regardes, hein, même pendant la saison régulière, c'était un des 5 majeurs les plus prolifiques de la saison. Ils sont encore meilleurs en playoff, ils ont vraiment trouvé leur rythme, ils sont vraiment sur une dynamique assez incroyable, avec un jeu en pick and roll hyper bien rodé, une adresse redoutable au tir. Ouais, l'adresse Et est je pense que le boulot d'Enix va être justement de pas prendre la flotte face à ce 5 majeur. Pourquoi je dis ça? Parce que contrairement à Indiana, qui leur 5 majeur, si tu prends le 5, Turner, Siakam, Andrew Nembhard, Haliburton et Naismith, ils sont avec un net rating de 22 points, plus 22 points en 164 minutes jouées. C'est le troisième line-up le plus utilisé. Le deuxième line-up le plus utilisé des playoffs, derrière celui de Denver d'ailleurs, qui était le premier avec 282 minutes, c'est celui des Knicks, hein, forcément, Tom Thibodeau qui fait jouer ses starters. C'est Towns, Anunoby, Josh Hart, Michael Bridges, Jalen Brunson, et eux ils sont dans le négatif. Ils ont moins 4,7 en termes de net rating. Donc, je pense qu'un des éléments clés de cette confrontation, ça va être justement comment les Knicks arrivent à encaisser le premier punch des Pacers, à savoir le face-à-face entre les deux 5 majeurs. Et à quel moment Thibodeau va commencer à bouger sa rotation dès le premier quart-temps. C'est-à-dire qui va faire rentrer dans les premières minutes et qui va être la première personne. J'ai une petite idée sur la question. Je pense que ça va être Mitchell Robinson, parce que là, on aborde le deuxième poids ultra important, qui, pour le coup, lui, est beaucoup plus à l'avantage des Knicks. Ça va être la domination au rebond et la production les second chance points, comme on les appelle, les deuxièmes occasions de tir. Et ça permet de multiplier les tirs au panier. Les Pacers, eux, ne sont pas forcément connus pour avoir un ratio de rebond extrêmement élevé. Je crois qu'ils sont même les derniers dans ces playoffs, alors que les Knicks, eux, sont absolument surdominants dans ce compartiment du jeu. Et quand je vois les Pacers et les Knicks, je me demande si on n'est pas des fois un peu dans une... Je sais pas si tu te souviens de ce duel entre Cleveland et New York, c'était en 2021, où les Knicks avaient littéralement bouffé Cleveland au rebond, à tel point qu'au bout d'un moment, ils pouvaient absolument plus rien faire. Et c'était incompréhensible, parce qu'il y avait en face, tu avais Jarrett Allen et Evan Mobley, mais Mitchell Robinson était tellement absolument intenable sur les rebonds que voilà, ça avait permis aux Knicks de prendre totalement la main sur la série et de se qualifier pour le second tour. Donc, je pense que l'espoir côté Knicks, c'est vraiment ça, c'est d'imposer sa volonté dans la raquette, d'imposer sa volonté au rebond et de détruire le moral des Pacers, quoi. Parce que quand tu te prends un rebond offensif, 2 rebonds offensifs, que tu te fais bouffer en permanence au rebond et que l'autre multiplie les opportunités de tir alors que tu défends bien, au bout d'un moment, tu es un être humain, c'est décourageant, quoi. Alors oui, je suis d'accord avec toi, et effectivement, la bataille du rebond, ça a une importance absolument capitale. D'ailleurs, Carlisle en a parlé, il a mis l'accent notamment sur leur capacité à prendre des rebonds offensifs, etc., etc. Moi, l'élément aussi qui me marque un peu côté Pacers cette fois-ci, c'est l'adresse. Cette équipe est incroyablement adroite, c'est l'équipe la plus adroite à 3 points de ces playoffs, c'est même l'équipe la plus adroite au global. Tu parlais du 5. Le 5 le 5 des Pacers, Nembhard, Nesmith, Turner et Siakam sont tous au-dessus des 44% à 3 points. Ah, mais c'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer. C'est un enfer. Et en même temps, tu te dis, il y a possibilité qu'ils redescendent un peu sur Terre à un moment ou à un autre, je sais pas. C'est ça.
En théorie, oui. Sinon, il y aura un problème parce que là, franchement, ça devient hallucinant. Donc, Le côté surchauffe. En fait, la question, c'est ça. C'est est-ce que les Pacers sont pas dans une surchauffe totale depuis de séries de playoffs, quoi. bah, c'est un peu la question. Et en même temps, déjà l'année dernière, ils Ça commence à étaient, faire beaucoup de séries de playoffs. oui, c'est vrai. Mais en même temps, l'année dernière, ils ont, avec beaucoup moins de réussite au tir, ils étaient aussi en finale, quoi. Ouais. Donc c'est une équipe qui est aussi capable de varier. Et de toute façon, malgré cette adresse absolument hallucinante à 3 points, c'est pas du tout une équipe qui vit et qui meurt par le 3 points, hein, les Pacers. Absolument pas, ouais. C'est une équipe qui est plutôt dans la moyenne de ces équipes en playoff. C'est dans la moyenne des équipes, c'est à peu près médian, quoi. Donc ouais, il y a énormément de sujets sur lesquels se pencher. Et pour rester sur le tir à 3 points, côté Knicks, moi, il y a quand même un truc que j'attends dans cette série et qu'on n'a pas du tout eu en demi-finale de conférence, c'est Karl Anthony Towns. Au tour précédent, il est à 3 sur 19 à 3 points. Il doit absolument retrouver de l'adresse extérieure. Son équipe a besoin de ses points. Et alors, si c'est pas le cas, c'est pas très grave non plus. Il est capable de varier son jeu. Mais son profil à Towns, il est unique parce que c'est peut-être le meilleur pivot shooter de l'histoire. Son profil est tellement précieux par sa capacité à écarter les défenses adverses. Alors ça, même s'il retrouve pas son adresse, de toute façon, ça restera viable parce que Indiana peut pas se permettre de faire l'impasse. Mais la présence de Karl Anthony Towns, elle est hyper importante aussi parce que elle doit permettre de sortir Miles Turner de la raquette. Et Miles Turner, Complètement. t'as pas du tout envie de l'avoir dans la raquette quand t'es en face. Absolument. Absolument. C'est pour ça que la rotation de Thibodeau, enfin, la rotation. Comment il fait venir McBride et Robinson dans ce match-up. En fait, c'est surtout ouais, c'est à quel moment il va les faire jouer et combien de temps il va les faire jouer, en fait. Bah, surtout pour Robinson, qui est vraiment l'élément clé, encore une fois, pour le côté Knicks. Ouais, Et c'est tellement important. Hein. Ah, mais il est absolument primordial, en fait. C'est presque fou de se dire à quel point il est devenu central dans le succès des Knicks sur le terrain, quoi. C'est presque risible. Je sais plus, une fois j'ai vu une stat sur je crois qu'ils chopent 39% de leurs tirs ratés quand Mitchell Robinson est sur le terrain, ce qui serait un record all-time depuis que la stat a été mis en place en 1996. Donc depuis que tu as le possession par possession, des data possession par possession qui ont été mis en place par la NBA. Et en fait, le gars, c'est une anomalie statistique, Mitchell Robinson. C'est trop drôle. C'est absolument à mourir de rire comme truc. Donc voilà. Il y a un autre truc que j'avais souligné aussi dans ma fiche, c'est le fait que les Knicks aiment plutôt jouer rapidement, notamment en provoquant des pertes de balles. Et ça, c'est pareil, ça va être hyper intéressant à regarder parce qu'Indiana, pour le coup, elle, c'est une équipe qui ne perd pas le ballon, qui adore jouer rapidement. Donc, si tu joues rapidement, tu joues plutôt le jeu des Pacers. Donc, tu te mets plutôt en danger. Surtout que si tu commences à courir alors que toi, tu as une rotation à 7 et qu'en face, il tourne à 11, Eh oui. t'arrives en fin de match, potentiellement, voilà, t'es en train de me parler de l'adresse au tir de Karl Anthony Towns. Mais il faut pas s'attendre à ce que Karl Anthony Towns soit à droit une fois qu'il aura couru pendant 4 quarts temps à toute berzingue et qu'il aura plus les jambes, qu'il aura plus les cannes au bout du game 3, quoi. Donc ça c'est pareil, il va falloir. Je sais, il y a tellement de questions à se poser. En fait, je me demande vraiment si Thibodeau, à quel point il va prendre ça en considération, en fait, la fatigue Jamais de la vie, il le prend qui en considération. s'accumule. Alors ça, non, il y a même pas à se poser. Non, mais est-ce que l'évidence va s'imposer à lui? C'est plutôt ça que je devrais dire. Mais on se le demande chaque année, ça. Oui, c'est vrai, ouais. Tu vois, franchement, non, non. Alors ça, moi, j'y crois pas du tout au fait que tout à coup il change son C'est fusil fou. d'épaule, ça me semble Ouais. pas aberrant. Ça serait fou. Ouais, ouais. Et juste, je reviens 2 secondes. J'ai été Oui. vérifié là sur Mitchell Robinson contre Boston. Il a pris autant de rebonds offensifs que défensifs quasiment. 23 offensifs, Je 25 te dis, défensifs. ouais. C'est insensé. Ce mec est une anomalie statistique Ouais, ouais, tout à fait. sur pied. C'est c'est très très drôle. Ouais, non, mais il y a... C'est Non, mais cette série, elle assez est... rare de voir comme ça des exceptions comme ça. Ouais, non, mais c'est clair.
C'est clair. Et il a été tellement impactant contre Boston, tellement important. Il a été déterminant. Et ouais, non, mais il y a trop de trucs que j'ai hâte de voir dans cette série. J'ai envie de voir Siakam et Anunoby aussi. Je veux dire, ils ont passé tellement d'années ensemble à Toronto. Ah Là, ben ils se grave, retrouvent face à tellement, je l'ai noté aussi. ça va être trop bien. Parce que je pense que c'est Michael Bridges qui aura aussi ses tours sur Haliburton. Je pense que ça va être aussi ça la stratégie de New York. Et pour le coup, les Knicks, ils ont vraiment le personnel pour défendre très correctement face à cette équipe des Pacers. Ah, ils ont le personnel pour défendre sur tout le monde. Voilà. Mais encore une fois, on en revient moi, j'en reviens toujours. À chaque fois que j'ai analysé cette série, à chaque fois, je retombais sur le même truc. C'est la débauche d'énergie que ça va demander aux Knicks. Elle est colossale. Et je sais qu'on aime, on n'arrête pas de le dire depuis tout le temps, depuis le début. C'est ce qu'on aime bien dans cette équipe des Knicks, ces putains de besogneux là qui lâchent absolument jamais rien. T'as 20 points d'avance et non, ils sont dans ton rétroviseur, ils reviennent avec le couteau entre les dents. Et on est encore là. C'est pas possible. On va pas nous lâcher, c'est con là. Et donc c'est drôle, tu vois, mais je suis aussi de ceux qui pensent que sur une campagne de play-off, passer un tour, deux tours, ok, mais quand tu commences à arriver en finale de conf, quand la débauche d'effort est toujours plus exigeante, ben voilà, est-ce que les Knicks vont pas commencer à tomber sur un os? C'est ma question. Et j'aimerais croire que non, que ça n'aura aucune importance et que allez, advienne que pourra et puis et ça va être un très beau duel quoi. C'est ce que j'espère de tout cœur. Mais très sincèrement, ça va être c'est beaucoup leur demander quoi. Moi, je pense que ça va être un très beau duel et que la fraîcheur physique va faire la différence. Parce que Freddy, les blessures, Charlie. Non, alors ça non. On part, non, on se dit, on part sur l'idée qu'il n'y aura pas de blessure. D'accord, mais c'est ce que tu risques si tu fais, si tu pousses dans les retranchements tes joueurs en permanence, quoi. Non, mais c'est évident. Non, mais bien sûr. Et c'est pour ça que je te dis, on va pas faire les naïfs et se dire, espérons que Thibodeau machin. Chaque année, non, mais c'est vrai. Je suis désolé, mais depuis qu'on a commencé à faire le podcast, chaque année. On dit ça. Chaque année, ouais. Et chaque année, on le dit sans y croire, tu vois. Ça sert à rien d'y croire, en fait. Thibodeau vit et meurt avec ses idées. Et écoute, bon, ses idées, actuellement, elles lui permettent d'être en finale de la conférence Est. Donc, on va pas faire, tu vois, on va pas lui faire la leçon. Mais je crois pas du tout au fait qu'il élargisse la rotation. Pour moi, s'il doit y avoir des changements de rotation, c'est plutôt Carlisle qui serait susceptible de resserrer un peu sa rotation. Ouais. Certainement pas Thibodeau qui ouvre la sienne. Certainement. Tu sais, j'arrête pas de repenser à ce premier tour face à Détroit. Et toi et moi, on en avait parlé de ça. Je t'avais dit, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est New York qui déjouait ou est-ce que c'est Détroit qui était vraiment impressionnant pour son retour officiel en playoff? Et plus ça va, plus je me dis que Détroit était peut-être l'adversaire parfait pour cette équipe des Knicks. Détroit est allé mettre un uppercut dans le menton de New York et j'ai l'impression que ça les a lancés dans ces playoffs, quoi. Ouais, non, mais c'est bien possible. Hein. C'est bien possible ouais, que ce soit effectivement la meilleure entrée en matière possible. C'est clair qu'ils n'ont pas eu de tour tranquille, les Knicks. Ça, c'est sûr. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est vraiment la meilleure chose qui pouvait leur arriver parce que très sincèrement, si tu regardais New York, leur bilan en saison, leur bilan face aux meilleures équipes de la conférence et même les meilleures équipes de la NBA, tout simplement, bah leur bilan n'était pas au top, quoi. Et non pas que là ils affrontent Indiana qui est 4e de la conférence Est, donc c'est pas non plus finalement ils affrontent pas le gratin de la conférence Est puisque tout le monde s'est vautré avant et ils ont éliminé Boston. Et du coup, comme tu as parlé du premier tour, j'ai été cliqué dessus pour continuer dans le vas-y. Contre Détroit, Mitchell Robinson, il a pris 10 rebonds offensifs de plus que de rebonds défensifs. Mais je te dis, c'est drôle. C'est ridicule, c'est insensé. C'est insensé. C'est insensé. Je te dis, faut que je retrouve cette stat. Mais je crois que c'est 39%. Je crois que c'est 39% dans les playoffs. C'est 39% de leurs tirs manqués qui sont gobés quand Mitchell Robinson est là, quoi.
C'est Donc, délirant. soit qu'il fait un box-out, soit il prend le ballon lui-même, tu vois. Et Après, c'est complètement délirant, quoi. et Carlisle, justement, quand il en a parlé là en interview, je crois que c'était Ça hier sera ou un avant-hier, record. je sais plus. En fait, Carlisle a mis surtout l'accent sur les systèmes. Il dit, Thibodeau a mis en place des systèmes qui leur permettent de gober les rebonds offensifs. Et c'est clairement la présence, c'est clairement ça qui fait la grosse différence. C'est la présence de Mitchell Robinson. Mais complètement. Et en fait, s'il commence à obliger, parce que la priorité des Pacers, c'est pas de jouer le rebond offensif. C'est pas vraiment leur jeu, en fait. Ah non. Sauf que potentiellement, c'est ça qui va être intéressant à voir, c'est est-ce qu'il y a un moment où le rebond va devenir un tel problème, enfin peut devenir un tel problème, que Indiana décide de dire merde, va falloir qu'on aille contre contre notre nature et qu'on aille choper ces rebonds, quoi. Et là, c'est une victoire pour New York, cette histoire. Oui, oui, bien sûr. Parce que si tu imposes à une autre équipe De de sortir de son. sortir de sa zone de confort et d'aller jouer sur ton terrain, alors sachant que toi, comme on n'arrête pas de le dire, tu es une anomalie statistique dans ce secteur, eh ben, c'est que t'es sur la bonne voie, très clairement. Tout à fait. Et donc voilà, pour résumer ce qu'on est en train de dire, je pense, c'est ça, c'est Indiana, c'est la puissance de son 5 majeur et la capacité qu'ils vont avoir avec leur banc d'épuiser ces Knicks et en espérant que ça leur permette voilà, 4 fois sur 7 d'arriver devant au buzzer final. Et du côté des Knicks, c'est encore une fois, c'est de saloper, c'est de saloper la rencontre et de prendre des rebonds et d'être là dans les 2 dernières minutes du match et laisser la Jalen Brunson faire sa magie, quoi. Voilà. C'est ça, Ouais, quoi. c'est ça, oui, oui, oui. C'est un peu Après, un résumé. Explique-moi la NBA comme si j'avais 5 ans, mais Après, attention, parce que effectivement, si on peut parler du clutch, certes, Jalen Brunson est l'un des, sinon le joueur le plus clutch de la ligue depuis un moment, mais alors attention, Tyrese Haliburton, depuis le début des playoffs, quand il s'agit d'être clutch, c'est ça qu'on veut, il est Charlie. capable C'est de ça qu'on parler aussi. veut. Un duel les yeux dans les yeux entre le Prince Ali et Jalen Brunson, quoi. Ouais. Ouais, ouais, elle est difficile à pronostiquer, hein, je trouve cette série. Ouah, mais tellement. Mais j'ai aucun pronostic solide. Et d'ailleurs, ça va pas être une bonne nouvelle pour les Knicks. Ah, Parce que jusqu'alors, j'avais pas été super confiant dans les Knicks face aux Pistons. Je sais pas ce que j'avais dit. Je crois que j'avais donné les Knicks gagnants. Non, si, je sais plus. Faudrait que je réécoute. Tiens, je me de, souviens pas. Je de me souviens mémoire, pas de mes t'avais pronostics. donné les Knicks, ouais. Mais t'avais mis une série beaucoup En plus. 7. Ouais, c'est ça, en Ouais, 7. voilà, ouais. Exactement, en 7. Ouais. Ah, enfin, finalement, tu vois, je les avais donnés en 7. Je crois que j'avais donné Boston en 6, même en 5, je crois. Mais bon, je m'attendais pas à ce que Tatum se casse. Et je m'attendais pas à ce que Boston se croûte comme ça. Faut bien qu'on, voilà, après Boston, ils étaient sur les rotules, c'était trop de blessures, trop de joueurs diminués, pas possible, quoi. Trop de choix complètement cons, hein. Aussi, ouais. Donc là, dans mon pronostic, j'ai mis les Knicks en 7. Je vais contre mon rêve, contre le rêve. Encore une fois, chers auditeurs, pour ceux qui, je sais pas s'il y a des gens qui prennent le truc en cours ou qui ont raté le truc du rêve tout à l'heure. Je disais que j'avais rêvé d'une finale Thunder Pacers il y a quelques jours de ça. Voilà. Mais je pense que je vais mettre les Knicks en 7. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est des zombies, les Knicks. Ils sont immortels. Ouais, bah écoute, c'est très bien hein, ton prono, parce que moi j'ai Indiana en 7, et j'ai mis en 7, bah, d'abord parce que je pense qu'ils vont gagner le match 7 à New York. Et Ah ouais, ouais, putain. bah, c'est deux équipes qui sont très performantes à l'extérieur, donc je pense que l'avantage du parquet va pas être si important que ça, et je pense que ça va se jouer Oh, sur le. ça serait fou, putain. Ouais, Et mais c'est ce ça va qu'ils ont se. fait c'est ce qu'ils ont fait l'an dernier, hein. Ouais, et ça va. Donc là, tu mets une pièce sur 2 fois les Pacers, ils font le coup aux Knicks à la maison, quoi. Et oui. En même temps, si ça va en 7, c'est difficile de te donner. En vrai, genre le mec, Bah ouais, c'est il ça, revient tu sur vois. son pronostic dans la seconde après l'avoir Si prononcé. Thibodeau, il Mais, fait jouer toutes les minutes de la série à Jalen mais oui, Brunson, à un moment, mais bon, bah oui, voilà, hein, le Game 7, il va y avoir un petit déficit de forme. c'est pas impossible, ouais. Donc ouais, moi je trouve que les deux équipes sont très 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 proches. Et je pense que ça va être tendu, je pense que ça va être long et difficile. Je pense même qu'il y a des matchs qui vont se jouer en overtime.
et que du coup, la fraîcheur physique va prendre une importance encore plus déterminante, quoi. Et donc, Ouais, t'as raison. Ouais. pour moi, ça sera Pacers en 7 au Madison Square Garden, et je suis désolé pour les fans des Knicks. Vraiment, je ne vous souhaite pas ça. Et ben moi, ça sera les Knicks. Charlie, je suis contre toi. Qui vit Et par voilà. Thibodeau, meurt par Thibodeau. Voilà. Petit clin d'œil à mon pote Benji, qui est un fervent supporter des Knicks. Voilà. Ouais, il a une belle équipe, hein. Ah bah il se régale, hein. Ah bah, il se régale comme un petit fou là. Il est aux anges. Et je pense qu'il a jamais autant suivi la NBA que ces dernières saisons là. Mais c'est cool pour les Knicks. C'est cool de revenir sur le devant de la scène de cette manière. Ouais, c'est génial. Donc ouais, bah écoute, merci Charlie, c'était top comme preview. On l'a fait. On l'a fait, ouais. On a réussi à trouver le moment. Bah ouais, on a réussi à pondre ce rendez-vous. Donc, chers auditeurs, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve vendredi pour les premières impressions. C'est quoi les duels là? Quand est-ce que ça va jouer là? Le Game 2, c'est le 23 mai. Ah non, donc le Game 2 des Knicks. Ah, je sais pas. Si, non, si. Oh, je sais pas, je comprends pas leur calendrier. Le match 2 entre les Knicks et les Pacers, je pense que on sera la veille vendredi du match 2. Par contre, pour OKC Minnesota, je pense qu'on aura. Attends, c'est quoi le calendrier? Ouais, on aura 2 matchs pour OKC. On aura 2 matchs. Ouais. Donc on aura 2 matchs OKC Wolves et on aura un match Pacers Knicks. Pas mal. Ouais, c'est ça. Voilà. Ce sera un podcast plus court, mais on a la preview et on fait les premières impressions vendredi prochain. Charlie, je te dis à vendredi. Avec plaisir. Et chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés et également à dans quelques jours. Passez une bonne semaine. Ciao, bye bye.